Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde un peu spéciale sur un sujet qui nous concerne tous, on peut le dire, sur la transition énergétique. Alors la transition énergétique, on en parle beaucoup, les clivages persistent pourtant et on a la chance d'avoir avec nous cet après-midi 4 spécialistes, 4 personnes qui sont dans l'action, qui en tout cas font leur maximum pour que les lignes bougent. Bonjour à tous les 4. Bonjour Sandra Ray, fondatrice et CEO de Glowy. Glowy qui est une start-up, pour ceux qui ne connaissent pas encore, start-up de la scène française qui innove dans une logique de lumière biologique, la bioluminescence. On reviendra dessus tout à l'heure. Mathieu Lefebvre, bonjour Mathieu. Mathieu Lefebvre qui est CEO et cofondateur de Waga Energy, encore une start-up, et une start-up qui, elle, transforme le biogaz des installations de stockage des déchets en énergie renouvelable. On appelle ça le biométhane. Et également avec nous, Jean-Philippe Cagne, directeur de la recherche et développement d'un acteur qu'on connaît tous, GRDF, directeur de la recherche et développement, ça veut dire penser le futur. Un sujet intéressant pour un acteur du coup référent dans le gaz, mais qui pense déjà demain et après-demain. Et pour finir, Xavier Lépine qui est le président du groupe La Française, société de gestion d'actifs, qui compte d'ailleurs plusieurs fonds d'investissement sur les thématiques carbone à son actif. Et Xavier qui sera évidemment notre caution finance, puisque sans financement, il n'y a pas d'innovation, mais pas que. Xavier partagera aussi sa vision globale sur le marché. Entrons directement dans le vif du sujet. La thématique du jour, c'est 2084, mais aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2019. On parle de transition écologique déjà depuis plusieurs décennies. Les clivages persistent. On soit en France, ici ou dans d'autres pays, on se rend compte que les lignes directrices ne sont pas forcément les mêmes, mais je pense qu'ici, dans la salle, on est tous d'accord pour dire qu'il est grand temps de faire cette transition. Ma question, elle est très simple pour vous. Comment faire enfin pour se dégager des énergies fossiles et de faire face à ça, et en tout cas de prendre à bras-le-corps cette transition. La parole à Sandra. Alors je pense que pour réussir à faire face à cette transition, il y a une chose qui est très importante, c'est de prendre en considération que on doit constituer en fait un mix énergétique. Il n'y a pas une solution qui va régler tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans tous les contextes qui existent sur la planète Terre. Il est important de trouver une solution qui convient à un contexte. Et donc, ce n'est pas développer une source d'énergie, ce n'est pas utiliser un type de ressources naturelles, c'est utiliser toutes les ressources qu'on peut avoir pour pouvoir vraiment créer ce mix-là et répondre aux enjeux de la planète demain. Donc si je comprends bien, ça veut dire aller à l'encontre du positionnement actuel qui est d'être presque dans une situation monopolistique de certaines énergies et se concentrer sur les marchés. Tout à fait, parce que les besoins sont différents en fait. Dans les pays développés, dans les villes, on a des besoins qui sont très différents en plein milieu d'un désert. On a aussi des infrastructures qui sont très différentes. On le voit même ce qui se passe avec si on prend l'exemple des panneaux solaires, ça fonctionne très bien à certains endroits et c'est super, et ça fonctionne très mal à d'autres. Mais c'est pas grave, il y a d'autres ressources à ces endroits-là. Et donc pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver la meilleure source d'énergie au meilleur endroit. Jean-Philippe, vous nous avez accompagnés, en tout cas GRDF nous accompagne depuis très très longtemps et je pense va continuer à nous accompagner longtemps. Comment est-ce qu'on fait justement, et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue justement là-dessus, sur la façon de se dégager des énergies fossiles et d'arriver sur justement ce nouveau mix énergétique? Alors, je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Sandra. On ne peut pas imaginer un monde où il y ait une seule énergie, alors peut-être dans quelques siècles, mais une seule énergie qui approvisionne tous les besoins. Il faut un mix. Qui est différent selon les pays parce que l'histoire, etc. Pour autant, prenons un cas très concret aujourd'hui, en hiver, la pointe de consommation d'énergie, elle est assurée, je ne sais pas si les gens le savent, par 2/3 par le gaz. Donc imaginez se passer par exemple du gaz, c'est tout simplement inconcevable, au moins dans les dizaines d'années qui se présentent. Par contre, la vraie question, c'est comment on décarbone ce gaz. Et c'est là qu'on travaille sur des nouveaux gaz, on aura l'occasion d'en parler, dont le biométhane, qui permet d'apporter les mêmes services que le gaz naturel qui est utilisé aujourd'hui, mais sans le caractère fossile. Très bonne transition, Mathieu. Vaste sujet. Nos sociétés sont développées avec une énergie, lors de ce dernier siècle, extrêmement bon marché.
si je puis dire que nous n'avons pas payé au vrai coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, chaque litre de pétrole que nous consommons, c'est une dette pour nos enfants. Donc, de mon point de vue, il faudrait pouvoir mettre un prix sur les externalités, c'est-à-dire les dégâts environnementaux, le coût de la géopolitique, de l'entretien d'armées, etc., sur notre dépendance aux énergies. Ensuite, il faut faire un vrai constat de comment on consomme l'énergie et quelles sont les énergies responsables de l'essentiel de nos émissions de carbone, puisque c'est la problématique principale. Et on s'aperçoit qu'évidemment, pétrole et gaz sont quand même l'essentiel, et charbon dans d'autres pays, de nos consommations d'énergie pour chaleur, transport. À partir du moment où on paiera le coût réel des énergies fossiles, on rendra de plus en plus compétitives les alternatives qui vont être diverses et variées, comme l'a dit Sandra, dont le biométhane, dont l'électricité renouvelable. Et à partir de là, on pourra s'inscrire dans le temps vers une transition vers ces énergies. Évidemment, après, il y a les portes ouvertes, c'est-à-dire les économies d'énergie. L'augmentation du prix de l'énergie ne signifie pas moins bien vivre, c'est juste gaspiller un peu moins, puisqu'aujourd'hui, nous gaspillons considérablement des quantités considérables d'énergie. Dans les pays où l'énergie est moins chère, cette énergie est encore plus gaspillée, et ils ne vivent pas moins bien ou mieux que nous. Voilà. Merci. Xavier? Bon, les 3 premières révolutions industrielles, c'était des révolutions autour de l'énergie. C'est très clair, hein. Le charbon, l'essence, l'électricité, le nucléaire, tout ça. Et aujourd'hui, on a une révolution qui n'est... Finalement, l'énergie fait totalement partie de cette révolution, mais n'est pas le moteur. Le moteur de cette révolution technologique, c'est la technologie, c'est les mathématiques, c'est la biochimie, c'est, autrement dit, tout ce qui n'est pas directement lié à l'énergie, qui est en train de changer profondément. Une révolution, c'est quelque chose qui change tout. Je veux dire que le type qui investissait à la fin du 19e siècle dans la distribution de gaz d'éclairage dans les villes, il n'a pas venu venir le coup. Hein. Il s'est retrouvé un jour avec l'électricité qui éclairait les villes, il a tout perdu. C'est un peu comme le maréchal Ferrand qui, au début du XXe siècle, à Paris, il avait 10 000 chevaux à ferrer. Il n'a peut-être pas vu que 10 ans plus tard, il n'y aurait plus qu'une centaine de chevaux dans la garde républicaine. Et en fait, toutes ces révolutions, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles changent tout. Elles changent le droit. On a vu apparaître les sociétés anonymes, on a vu apparaître les brevets dans les révolutions précédentes. Aujourd'hui, on est en train de voir apparaître le token. On est en train de voir apparaître un mode de propriété qui est différent, c'est-à-dire où l'usage l'emporte sur la propriété. Au XIXe siècle, on a vu apparaître le bourgeois par opposition au noble. Et au XXIe siècle, on voit apparaître de nouveaux acteurs. Et les anciens acteurs, généralement, sont balayés. Moi, je ne suis pas du tout inquiet sur cette transition énergétique. Parce que, effectivement, on a raison de s'interroger et de se sentir très menacé par ce qui se passe au niveau de la planète. Mais une fois de plus, les révolutions technologiques que nous avons aujourd'hui, ça va le faire. Je ne sais pas s'il y a un Dieu suprême qui est présent et qui veillait sur nous et qui fait qu'on sait découvrir en même temps toutes ces technologies. Mais c'est en route. Après, juste un point. Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais c'est le plein emploi dans beaucoup de pays. C'est le plein emploi aux États-Unis, c'est le plein emploi en Angleterre, c'est 3% de chômeurs en Allemagne, la même chose en Hollande, c'est 2,3% de chômeurs au Japon. Tout ça, ça vient d'où ? D'une énergie qui n'était pas chère depuis 10 ans, qui a franchement baissé. Le baril de pétrole était à 120 $ en 2007, il est à 60 $ aujourd'hui. Donc effectivement, ça soutient finalement l'ancien modèle, et à un point tel qu'effectivement on peut s'interroger sur la rapidité de la transition énergétique à cause de cela. Mais une fois de plus, c'est en train de se faire. Et on voit bien d'ailleurs que les États-Unis, qui sont devenus autonomes
sur le plan de l'énergie, ils changent complètement leur stratégie géopolitique à partir de ce moment-là, et que la réponse, elle est dans la technologie. Donc une fois de plus, pas de panique et énormément d'opportunités. Parmi ces opportunités, et merci, parmi ces opportunités, effectivement, on compte un certain nombre d'alternatives qui commencent à émerger, voire même à être assez présentes. Jean-Philippe, si on devait présenter quelques alternatives qui commencent à s'imposer ou qui vont s'imposer, vous me parliez de 3 générations, en tout cas quand on a préparé cet échange, vous me parliez de 3 générations. Ce sont quoi ces 3 générations justement intéressantes à suivre? Alors, les 3 étapes du gaz vert, il y en a une qui est en route. Waga en est un des acteurs. On a inauguré dans la région que je dirigeais il y a encore un mois en région centre le site de Saint-Palais. C'est le biométhane. Donc en fait, faire du gaz avec des déchets agricoles ou voisins, ça c'est véritablement en route. Aujourd'hui, il y a 76 sites qui injectent en France, certes pour des quantités qui peuvent sembler limitées aujourd'hui, parce que c'est une technologie, une économie qui est très récente. Par contre, avec un portefeuille de projets qui est énorme. Il y a plus de 660 projets aujourd'hui en France qui sont dans le pipe d'installation de production et d'injection de biométhane. La question, c'est comment est-ce qu'on amplifie cette première génération. Et là, il y a aujourd'hui tout un débat autour du soutien économique à apporter à cette filière, notamment pour l'aider à baisser ses coûts, et puis aussi à progresser dans ces technologies, dans les intrants des installations, et puis dans la facilité d'accès au réseau pour injecter, ce qui est un des jobs de GRDF. La deuxième génération, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le power to gas. En fait, c'est transformer de l'électricité renouvelable, propre, en hydrogène qu'on injecte dans les réseaux, qu'on mélange avec le CH4, le méthane. Et là, il y a déjà des démonstrateurs. GRDF en développe un en partenariat donc, à Dunkerque, enfin à côté de Dunkerque, à Capelle-la-Grande, pour vérifier un certain nombre de choses. Quel est le taux d'hydrogène acceptable dans le réseau? Je ferai une toute petite précision. Cette technologie a un énorme avantage, c'est qu'elle permet de stocker donc consécutivement de l'électricité qui n'est pas stockable, ou alors à des coûts ou avec des technologies qui ne sont pas supportables aujourd'hui sur notre planète. C'est un des objectifs qu'on poursuit à travers ce power to gas, qui est d'améliorer, d'amplifier le stockage de l'électricité renouvelable. Et puis la troisième génération, mais il y en a d'autres aussi derrière, mais la troisième qu'on commence à voir émerger à travers quelques démonstrateurs, c'est la pyrogazéification. Donc, où là, on transforme des déchets en gaz de synthèse, qui a quasiment les mêmes propriétés que le gaz naturel aujourd'hui. Puis il y en a d'autres derrière. Il y a l'électrométhanogénèse. Il y a un certain nombre de technologies qui sont là au démarrage et pour lesquelles il faut qu'on mette un coup d'accélérateur, nous tous les acteurs du monde gazier, pour les pousser au bout et faire baisser les coûts. Parce que, pour rejoindre ce que vous disiez, ces nouvelles énergies ne pourront trouver leur place qu'économiquement. Elles ne pourront pas être subventionnées ad vitam aeternam. Il faut aussi, j'imagine, qu'économiquement parlant, ça soit intéressant de les mettre en place. Et je pense que, de ce que je comprends, la méthanisation, en tout cas le moteur de Waga Energy, en fait, c'est une solution qui, certes, est responsable, en tout cas permettre d'avoir un impact positif. Mais économiquement parlant, c'est extrêmement intéressant parce que ça se base sur un terrain, j'ai envie de dire, en tout cas sur une matière qu'on n'utilise pas jusqu'ici, qui pollue et qui coûte de l'argent en plus. Expliquez-nous. Vous avez dit le principal. On est vraiment des militants à la fois du gaz renouvelable parce qu'on a chez Waga Energy une parfaite conscience de l'urgence climatique qui est totale et qui demande à ce que, je dirais presque tout le monde, 100% des efforts et de l'énergie d'aujourd'hui soient consacrés à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de notre environnement. Ce que l'on a pu constater, c'est dans le domaine des énergies renouvelables, c'est que par exemple l'électricité photovoltaïque s'est développée de manière massive à l'échelle mondiale ces dernières années, parce qu'elle est arrivée à ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire un coût de production qui est comparable, voire inférieur, aux énergies, à l'électricité traditionnelle.
Et qu'à partir du moment où on atteint ce prix, alors on voit que ça se développe partout. Et donc, dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'électricité photovoltaïque est moins chère que la fossile. On a suivi, je dirais, le même raisonnement. Alors, sur un marché de niche, le biométhane est un pilier essentiel de la transition énergétique. Il faut produire du biométhane puisqu'on ne pourra pas substituer toutes nos énergies par de l'électricité renouvelable, notamment pour le transport, la chaleur, les industries. Comment produire du biométhane à un prix qui soit le plus proche possible du gaz naturel? Nous sommes focalisés sur une source en particulier, effectivement, c'est l'énergie contenue dans nos ordures ménagères, dans les poubelles. À l'échelle du monde, l'essentiel des poubelles, notamment dans les zones urbanisées, vont dans des installations de stockage de déchets. Et ces poubelles contiennent un peu de matière organique. Elle va se dégrader naturellement, comme dans votre estomac, comme dans le rumen d'une vache, et produire un gaz énergétique qui contient du méthane. Aujourd'hui, c'est une source de pollution majeure. 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de l'industrie du ciment. Donc c'est vraiment un polluant majeur qu'il faut réussir à endiguer. C'est un polluant alors même que c'était une énergie locale et renouvelable. Donc nous avons développé une technologie, 10 ans de développement tout de même, ça a été extrêmement complexe, qui permet d'extraire le méthane, en quelque sorte, d'épurer ce biogaz très impur pour en faire un méthane pur, qui est renouvelable puisqu'il est issu des matières organiques, donc biométhane, qui va pouvoir être injecté dans le réseau de gaz naturel. Comme la ressource est une pollution, on transforme une pollution donc, en ressource énergétique. Un coût, au départ, en revenu. Et ainsi, on souhaite, dans la plupart des pays du monde, initier ce développement, c'est-à-dire donner de l'appétit finalement à cette nouvelle molécule, à cette nouvelle énergie, pour ensuite ouvrir la voie à la méthanisation de déchets agricoles, de déchets agro-industriels, etc. C'est le pari que nous faisons et que aujourd'hui nous développons en France et de plus en plus à l'international. Ceci parce que, juste un dernier élément, aujourd'hui le biométhane est plus cher que le gaz naturel et donc il demande des soutiens publics. Ils sont absolument nécessaires pour lancer cette filière et créer une filière qui puisse être demain en compétition avec le gaz naturel traditionnel qu'on extrait du sous-sol. Tous les pays du monde ne mettront pas en place des mécanismes de soutien qui peuvent être considérés comme coûteux. Et donc, si l'on veut pouvoir se déployer et montrer à l'ensemble de la population mondiale qu'il y a des sources alternatives produites localement, il faut être au plus proche du prix du gaz naturel. Et cette ressource en particulier permet d'atteindre cet objectif. Vous parliez de financement, vous parliez d'international, ça tombe bien, c'est deux sujets sur lesquels on va revenir juste après. Sandra, de votre côté, vous êtes partie d'un principe, c'est que la nature regorge en fait de solutions. Ça fait des millions et des millions d'années que ces solutions sont autour de nous et parfois on a été jusqu'à créer des solutions alors qu'elles étaient là. Est-ce que dire que vous copiez la nature, c'est le bon mot, et même au-delà de la copier, si vous l'exploitez pour faire justement ce qu'on appelle une nouvelle forme d'énergie, le sujet, en tout cas votre sujet, c'est la bioluminescence. Expliquez-nous et racontez-nous un peu l'histoire de Glowy. Alors en fait, effectivement, le constat, il est simple. Il est de se rendre compte qu'à l'échelle de la planète, il y a quasiment près de 4 milliards d'années de recherche et développement qui ont été faits en fait, pour trouver des solutions efficaces. Et la nature, c'est l'usine la plus efficace. Il n'y a aucun déchet dans la nature. Tout ce qui est le déchet de quelqu'un devient la ressource de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et quand on s'est rendu compte de ça, on se rend compte qu'en fait, il y a des solutions qui existent pour tout et que c'est un peu nous qui sommes venus perturber tout cet équilibre. Et notamment sur le sujet de la lumière, c'est un exemple parmi tout ce qu'on peut trouver dans la nature, mais il faut savoir que la bioluminescence, c'est un phénomène de production de lumière qui est produit sur Terre par les lucioles, les champignons ou les vers luisants, et qui est surtout produit par plus de 80% des organismes marins connus. On n'en connaît déjà pas beaucoup, mais c'est 80%. Et à partir du moment où ça devient une caractéristique qui est juste commune, en fait, qui n'est pas un truc extraordinaire, c'est qu'il y a une efficacité énergétique derrière qui a été prouvée et validée par l'évolution, en fait, par toutes ces années d'évolution. Et on a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où justement on a des technologies qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes et de les reproduire. Et donc c'est ce qu'on fait chez Glowy. On utilise en fait des micro-organismes marins qui produisent de la lumière, donc des bactéries en fait. Ces bactéries-là, on vient les mettre dans des conditions pour les améliorer en termes de performance. On vient leur recréer le milieu idéal qu'elles peuvent trouver dans la nature pour être plus performantes en termes de production de lumière. Et ensuite, ce qu'on obtient, en fait, c'est une matière première qui est cultivable à l'infini, en fait. Donc, on va pouvoir
ne pas avoir besoin d'une ressource naturelle qu'on va épuiser. On va vraiment pouvoir cultiver ces bactéries en laboratoire de manière très, très simple en fait, puisque les bactéries ont une croissance exponentielle. Et donc l'objectif, c'est non pas juste de changer la lumière sur le plan de l'usage, comme on peut le faire avec une innovation incrémentale comme la LED par exemple, qui va réduire considérablement la facture énergétique sur le monde de la consommation, mais qui en fait en termes de production demande l'utilisation de ressources rares et avec une extraction très polluante, et en termes de fin de vie aujourd'hui ne présente pas vraiment de solution de recyclage. L'avantage de travailler avec du vivant comme on le fait, c'est qu'on va avoir une solution qui est à la fois biosourcée et biodégradable. Et c'est du coup en changeant totalement cette chaîne de valeur-là qu'on va être capable d'avoir cet impact sur l'environnement. Et donc l'objectif, c'est d'avoir cette matière première, de la cultiver, de créer des produits qui permettent en fait en continu de faire en sorte que ces micro-organismes se reproduisent pour produire ces photons. Et ça change la manière dont on va mettre en lumière, parce que ça offre aussi de nouvelles possibilités créatives en fait, du fait qu'on ait cette matière première. On a aussi avec cette lumière une qualité qui est très différente de la qualité de lumière électrique, qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, que ce soit en termes de pollution lumineuse pour nos écosystèmes et la biodiversité, ou même sur nous en termes de confort et de bien-être. Donc il y a plein d'enjeux derrière ça, et évidemment la source d'inspiration, ça reste vraiment la nature. La nature vous inspire, la nature inspire aussi GRDF. De ce que j'ai cru comprendre, vous lancez, ou en tout cas vous travaillez, vous expérimentez aujourd'hui des sources d'énergie vivantes. Expliquez-nous et concrètement à quoi ça ressemble. Bon, on l'évoquait avec la méthanisation, hein, qui est un procédé biologique. On a des partenariats avec l'INRA pour améliorer le pouvoir méthanogène. On commence à réfléchir à des travaux autour, tout à l'heure je l'expliquais, de l'électrométhanogénèse, où là on utilise aussi des microbactéries. Bon, c'est très embryonnaire aujourd'hui, hein. C'est pas à l'échelle pour pouvoir produire du gaz et l'injecter dans les tuyaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un certain nombre de sources de matière qu'on peut transformer en biogaz, qu'on n'imagine pas toujours utiliser. Le petit lait dans les fromageries, il y a une start-up en France qui a développé une technologie pour faire du biogaz avec. Donc c'est une réaction biologique, hein. Donc oui, l'essence même, sans faire de mauvais jeu de mots, l'essence même du biogaz d'aujourd'hui vient de la biologie. Bon, clairement, je pense qu'on s'est rendu compte, on a devant nous des innovations qui sont très belles. Nous, les premiers, les médias, on en parle. Je pense que la notoriété est là, la prise de conscience, elle est là. Mais en fait, de la bioluminescence au biométhane, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est celui du financement. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait lorsqu'on a échangé pour préparer cet échange, enfin cette table ronde, Sandra, c'est qu'en fait, les gens sont là, les gens sont présents, les gens vous soutiennent, mais quand il s'agit de financer, c'est beaucoup plus compliqué. Expliquez-nous. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Bon, il y a une histoire intrinsèque qui est liée à notre projet de bioluminescence, c'est qu'on est un projet qui est très hybride. En même temps, on est un projet lourd en fait de biotechnologie. On fait beaucoup de R&D et 2/3 de nos équipes sont des chercheurs en biotechnologie. De l'autre côté, on est sur des marchés qui sont très traditionnels et qui ne sont pas du tout ceux de la biotech. Donc déjà là, on se rend compte qu'en termes de personnes qui sont en capacité d'investir, on a deux profils différents qui ne sont pas forcément compatibles. Et après, évidemment, bon, il y a toutes ces histoires de capital patient. Voilà, on a ces innovations-là pour être développées. Vous parliez de 10 ans de recherche-développement. Il y a besoin de financement assez lourd et conséquent pendant cette période-là, et qui ne sont pas forcément faciles à trouver quand on est un peu entre plein de cases. Et il s'avère que quand on fait de l'innovation de rupture, en général, on est entre toutes ces catégories-là. Et donc l'idée, c'est de trouver le bon acteur qui va être capable de financer, surtout capable de nous accompagner, parce que quand on cherche à lever des fonds, on ne cherche pas uniquement de l'argent, on cherche quelqu'un qui va être capable de prendre en main le sujet. Et quand on est entre plein de spécialités, en l'occurrence comme on est dans la nôtre, c'est pas facile de s'adresser aux bonnes personnes pour le financement. Après, bon, en France, on a quand même la chance d'avoir des soutiens publics avec des mécanismes comme le crédit impôt charge, etc., qui vraiment sont très aidants et sont là depuis le premier jour. Mais c'est vrai que ça reste une question difficile dans le quotidien. Alors nous, on a la chance d'avoir un sujet transversal où on a pu mettre des produits sur le marché avant d'atteindre notre objectif, qui est vraiment de faire de la lumière dans le paysage urbain. La lumière est un sujet qui touche à d'autres marchés, qui est du coup
n'ont pas besoin d'une maturité technologique comme celle que l'on vise. Donc c'est un peu une méthode pour aussi créer un peu d'autofinancement et toujours se rapprocher de nos partenaires futurs et avoir des relations commerciales. Mais c'est vrai que c'est un réel enjeu et ça ne pourra passer que par là. Ça reste un vrai sujet. Bon, Xavier, je me tourne naturellement vers vous. Aujourd'hui, en fait, clairement, on peut avoir les meilleures idées du monde. Sans le déclic du financement, ça n'avancera pas. Vous maîtrisez clairement parfaitement ce sujet. C'est quoi votre regard par rapport à ça et c'est quoi les éléments de déclic qui nous manquent pour qu'on passe à l'étape suivante et que ça soit un sujet principal en termes de financement? Mon regard, il est assez simple. C'est depuis je ne sais pas combien de générations, on a tous été formés pour ne pas prendre de risques, pour faire de l'efficience dans nos modèles de production, nos modèles de distribution, produire plus pour moins cher. Et d'ailleurs, le département recherche et développement, c'est un coût. C'est peut-être vécu parfois comme une opportunité, mais plus souvent comme une charge que comme un produit. Et ça pèse quand même singulièrement sur les mentalités. C'est intéressant parce que quand il y a eu la crise de 2007-2008, les premières choses qu'ont coupé les entreprises, c'est le budget R&D. C'était pareil chez vous, c'était à peu près pareil partout. Et on en vient effectivement au problème de qui va financer cette recherche, puisqu'il y a une prise de risque c'est consubstantiel, puisque c'est nouveau. Donc puisqu'on change de modèle, les gens qui ne travaillaient que sur l'ancien modèle, par définition, ils ne savent pas. Enfin, je veux dire, si nos très grands aînés avaient eu la même attitude, on n'aurait jamais innové, mais bon, visiblement, on avait su à l'époque trouver des financements. Alors les financements, ils sont où dans le monde? Il y a les Chinois. Alors là, c'est très clair, eux, c'est un financement public, on y va, c'est à la taille du pays. Et ils ne sont pas très embêtés par RGPD, donc c'est assez commode. Je ne parle pas de tout ce qui est manipulation biologique ou autre. Donc il y a énormément d'argent. Effectivement, il y a aussi les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un peu différent. Quelle est la grande différence entre l'Europe et les États-Unis sur le financement? Les États-Unis se financent à 70% par les marchés financiers et à 30% par les banques. En Europe continentale, c'est l'inverse. Les marchés financiers sont là pour prendre des risques. Les banques, leur rôle, c'est d'être le tiers de confiance. Ils ne sont pas là pour prendre des risques, d'ailleurs on leur interdit, et de plus en plus. Donc effectivement, les banques, on les voit bien, vous allez les taper, vous dites c'est super, votre truc, c'est vraiment génial, mais le comité de crédit, là, ça ne va pas le faire parce que c'est nouveau. Donc non, on a un vrai sujet, un vrai gros sujet de financement, effectivement, de l'innovation en France. Alors, je ne sais pas, il y a des fonds, mais généralement, c'est des fonds fiscaux. Alors, dès qu'on retire l'avantage fiscal, ça ne marche plus. Et puis, ça reste tout petit. En fait, le financement des startups en France, ça se limite à les mener au niveau où ils se font racheter par une boîte étrangère. Ce qui est quand même franchement très dommage, enfin, pour celles qui arrivent à survivre. Donc non, j'ai pas une réponse très facile là-dessus. Je pense qu'au niveau de la planète, il n'y aura aucun problème. Il y aura les financements parce qu'effectivement, ils existent dans le monde. Au niveau de l'Europe et singulièrement de la France, ça va être plus compliqué. Moi, je regrette beaucoup que quand M. Villani médaille Field, médaille Field, ça veut dire qu'à moins de 40 ans, il a été prix Nobel de mathématiques. Il n'y en a pas 36 dans le monde. Mais quand il est allé voir le président, il lui a dit il faut investir 5 milliards dans la recherche. Et l'autre lui a dit c'est génial, on va mettre 300 millions. C'est pas à la hauteur. Alors peut-être qu'on peut innover, peut-être qu'on peut dire aux grandes entreprises, proposer aux grandes entreprises que le crédit d'impôt recherche auquel elles ont droit, et puis l'appliquer à des sociétés dans lesquelles ils ne sont pas actionnaires. Voilà, et donc de financer, de trouver, puisque manifestement dans beaucoup de domaines, je pense à la recherche médicale, les pharma, la recherche elle est plus faite dans les labos eux-mêmes, ils sont faits par des startups. Peut-être qu'il y a des voies à explorer de cette manière-là, puisque sinon on aura de la recherche, mais l'industrialisation de cette recherche, elle ne se fera pas ici. C'est une parfaite
plus que parfaite transition pour me tourner vers vous, Jean-Philippe, parce que on parle de recherche. Vous êtes le directeur de la recherche et développement de GRDF. Vous parliez d'externalisation. Moi, il y a une chose d'abord qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il n'y ait absolument aucun tabou pour parler de l'après, parler de nouvelles générations d'énergie. Ça, je voulais le souligner. Et vous me disiez, en fait, aujourd'hui, il y a 50% globalement de la recherche qui est externalisée. Ma question, elle est très simple. Est-ce que, pour demain, parce que GRDF continuera à exister demain, la solution, c'est justement une totale externalisation et peut-être même passer par l'acquisition de ces acteurs, notamment les startups. Alors, je sais que votre statut fait que c'est un peu plus compliqué que pour une boîte privée, on va dire classique, mais est-ce que ça passerait pas par là, justement, votre futur ? Alors, oui, clairement, GRDF n'a pas vocation aujourd'hui à racheter des startups avec lesquelles nous travaillons. Ce n'est pas notre objet. Hein. Nous, notre objet, c'est de distribuer du gaz à travers un réseau qui est financé par un tarif régulé. Pour autant, on a d'autres moyens de participer au financement de l'innovation. On externalise une partie de notre propre recherche, donc vous l'avez dit, environ 50%, à travers des partenariats. J'ai cité celui qu'on avait avec l'INRA, on en a avec l'IFPEN, avec le CETIAT, avec BioValo, enfin avec pas mal de centres de recherche privés ou semi-publics. Et puis, on appuie à travers des actions concrètes et du financement des startups. On a par exemple beaucoup aidé Boostit, qui est une start-up lyonnaise qui a inventé et qui fabrique aujourd'hui, qui va commercialiser une chaudière à très haut rendement, parce que un de nos paradoxes, c'est qu'on travaille aussi à ce que les consommateurs consomment moins. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, hein, l'avenir du domaine de l'énergie, il n'est pas uniquement dans la décarbonation des sources d'énergie, mais aussi dans le fait de consommer moins. Et donc, on a beaucoup avancé cette année, ces derniers temps sur ces sujets-là. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une grande entreprise comme la nôtre est très souvent en relation avec les startups, avec le monde de l'innovation. Il faut surtout qu'on change, me semble-t-il, notre manière de voir les choses, qu'on ne soit pas uniquement là en train de dire on pourrait faire un proof of concept avec vous. Enfin, ce n'est pas ça qui fait vivre une entreprise. Il faut qu'on aille plus loin, plus fort, et qu'on se concentre sur des sujets qui sont majeurs pour nous et qu'on ne se disperse pas, justement, pour pouvoir aider des sociétés comme les vôtres qui sont sur des marchés en émergence à bénéficier de notre soutien. D'ailleurs, des structures comme les vôtres, Mathieu, tous les indicateurs sont verts, clairement, sans faire de jeu de mots, et je pense que la route est toute tracée pour vous. Mais pour autant, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Parce que les chiffres que vous nous partagez tout à l'heure sont assez frappants. On voit difficilement comment ça pourrait ne pas exploser. Mais est-ce que, dans les faits, concrètement, aujourd'hui, en 2019, c'est aussi simple que ça ? Est-ce que vous rencontrez aussi des problèmes dans votre développement ? Alors, il ne faut pas imaginer que c'est un long fleuve tranquille. C'est extrêmement compliqué d'entreprendre dans ce domaine-là. Et on va se rapprocher de la question du financement. Développer une entreprise technologique dans le domaine du biométhane en France, avec la qualité des ingénieurs, la qualité des supports à l'innovation et au financement de l'innovation, je pense qu'on est probablement le pays où c'est le plus facile d'initier, d'amorcer ce type de développement. Maintenant, passer à l'échelle, investir des centaines de millions, voire des milliards d'euros dans les infrastructures énergétiques de demain. C'est là que c'est plus compliqué. Pourquoi ? Depuis plus d'un siècle, l'essentiel de l'argent a été investi dans des infrastructures pour distribuer du pétrole, du gaz et du charbon. Les personnes qui détiennent ces infrastructures, qui détiennent ces actifs, n'ont pas envie de voir leurs actifs d'un seul coup dévalorisés ou leur fortune s'envoler. Or, le monde de demain, c'est un monde où l'énergie sera produite localement, de manière décentralisée, par des acteurs nouveaux. Ça sera un petit peu des anciens, mais aussi beaucoup de nouveaux. Et donc, c'est finalement le poids de ces infrastructures et de cet ensemble d'actifs qui, aujourd'hui, est un énorme frein à la transition. On doit remobiliser
l'essentiel de ces financements, qui financent encore la vieille économie, vers les nouvelles infrastructures énergétiques. WAG Énergie, on a un modèle où on est investisseur exploitant. Donc on investit nos usines à gaz, en gros, pour produire le biométhane. Et on a donc besoin d'énormément de capitaux. Et il est encore extrêmement compliqué de trouver des investisseurs, des financeurs, qui sont prêts à prendre le pari d'investir dans ce type d'actifs, puisque ce sont des actifs, pour une bonne et simple raison, c'est que on est sur une tendance de transition énergétique et d'énergie renouvelable. Mais le cadre politique n'a pas une vision suffisamment long terme et n'est pas suffisamment stable pour permettre aux investisseurs d'investir sereinement en maîtrisant les risques. Typiquement, les trajectoires de taxes carbone, si elles sont prévues pour 10 ou 15 ans, l'ensemble des industriels vont pouvoir se projeter et préparer le développement des nouvelles infrastructures. En France, dans 20-30 ans, il y aura peut-être 10 000 méthaniseurs qui alimenteront l'ensemble des réseaux. C'est une totale révolution par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, où le gaz arrive par 3 points sur le territoire, gaz venu d'Algérie, de mer du Nord ou de Russie. Ce qui va nous amener à raisonner avec un smart gas grid et pas avec un réseau à distribution gravitaire aujourd'hui tel qu'il est conçu. C'est une révolution pour nous aussi. Oui, C'est une révolution pour tous, je pense, y compris pour le consommateur, en tout cas j'espère. Le temps nous est compté, mais j'aimerais quand même qu'on finisse sur une autre note positive. Si vous deviez résumer nos échanges, en tout cas partager une phrase qui pour vous est une phrase symbolique pour cette transition, ce serait quoi? Je vous dis bien une phrase parce que du coup c'est l'exercice le plus dur, c'est ce que je vous impose à la fin. Ce serait quoi cette phrase que vous voudriez nous partager ce soir? On va commencer par Jean-Philippe. De notre débat, moi j'ai en tête qu'il faut que cette transition elle soit évidemment le plus neutre possible pour notre planète et aussi qu'elle soit socialement acceptable. Quand je dis socialement acceptable, le concept d'économie circulaire à travers la production locale d'énergie où les emplois sont là, les installations sont là et on n'achète pas ça à l'autre bout du monde, me semble un facteur déterminant pour réussir cette transition. Elle rentre difficilement dans un tweet, votre phrase. Ah oui, je suis d'accord. Non mais merci. Merci. Sandra? Moi, je dirais que, et on l'a vu à travers tous les exemples, toutes les solutions, on les a en fait. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de solutions déjà pour pouvoir avancer. Et maintenant, il faut simplement oser aller jusqu'au bout de ces idées-là, oser les financer et oser les mettre en place à grande échelle pour avoir cet impact. Mathieu? Notre mantra, le biométhane pour tous, en fervent militant du gaz renouvelable. Voilà, on considère qu'à la fois, d'un point de vue social, on a besoin d'énergie renouvelable, et que le biométhane, qui est donc un gaz renouvelable, est absolument essentiel à une transition énergétique qui soit respectueuse de l'environnement. Le mot de la fin pour vous, Xavier? Transition écologique, énergétique est en route, serrons notre chance. Elle rentre dans un tweet, celle-ci. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci à vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques petites minutes pour la dernière table ronde de la journée, intitulée Tous ensemble. Donc j'espère vous revoir. Rendez-vous dans quelques minutes. Merci.